Salut, c'est Vince, bienvenue sur Histoire de vinyle. Dans la série Un jour, un groupe. Avant tout, je vous invite bien sûr à vous abonner, à partager le lien, à visiter la chaîne. J'ai mis le lien au tout début de cette vidéo. La playlist Un jour, un groupe commence à se garnir un petit peu. Et puis aujourd'hui, vous l'avez vu bien sûr sur la miniature, une vidéo consacrée au groupe Blue Cheer, bien sûr. Donc encore une fois, un groupe, au moins au début en tout cas, un groupe de rock, hard rock, psychédélique, de la baie de San Francisco, à la fin des années 60 et au tout début des années 70. Alors ce groupe, bien entendu, mythique, parce que avec son premier 45 tours Summertime Blues, qui pose les bases effectivement d'un rock très très dur, a inspiré, semble-t-il, un très grand nombre de groupes de hard rock et de groupes de métal, même si je pense qu'il ne faut pas véritablement en faire un groupe de métal, bien entendu, ni que ce soit éventuellement le premier groupe de métal de l'histoire, ou en tout cas son premier album. Non, moi je pense que c'est sans doute un groupe de heavy rock, très différent d'Iron Butterfly, certes, mais ce qui caractérise quand même au moins les deux premiers albums, c'est un son très très lourd. Alors vous savez que les albums que je vous présente, ce sont des albums que j'ai dans la discothèque. Ceux que je vais évoquer, parce que je vais être un petit peu obligé d'évoquer d'autres albums, et que je mettrai en incrustation, ce sont des albums que j'ai dans la discothèque, et je vais peut-être évoquer d'autres disques, mais que je n'ai pas dans la discothèque, donc je ne vous les mettrai pas en incrustation. C'est la politique de la chaîne qui décide, mais bon, pas tant. Alors, aux origines du groupe, il y a un certain Richard Peterson, dit Dickie Peterson, originaire du Dakota du Nord, état effectivement un peu glacial au nord des États-Unis, à la frontière avec le Canada. Bref, il se trouve qu'à un moment donné, lui ou sa petite famille, atterrissent à San Francisco. Et à San Francisco, il va rencontrer, dans l'entourage d'un groupe qui s'appelle les Oxford Circle, un certain Paul Whaley, et puis aussi un certain Gary Lee Yoder, que nous retrouverons un petit peu plus tard. Bref, avec ce Paul Whaley, il va former un groupe. Les Oxford Circle, c'est un groupe de garage rock qui va tourner un petit peu psychédélique, dont il existe des traces en 45 tours, donc des traces vinyliques forcément dans les fameuses compilations consacrées bien sûr au garage aux États-Unis dans les années 60. Paul Whaley va finalement se joindre à Dickie Peterson, lequel, avec son frère, Jerry Peterson, vont former un groupe dans lequel il y aura un organiste et puis un certain guitariste, Lee Stevens, un petit peu plus âgé que les autres, mais bon, alors ils vont former un groupe qui va s'appeler Blue Cheer. Ça se passe en 66-67. Petit à petit, il semblerait qu'après avoir vu le Jimi Hendrix Experience, le trio, ils vont réduire le groupe à 3 musiciens. Paul Whaley, le batteur, Dickie Peterson, le bassiste, et puis Lee Stevens, le guitariste. 1967, ils sont signés par Philips Records et ils enregistrent en 67 effectivement leur premier album. Ce qu'il faut quand même préciser avec les Blue Cheer, c'est qu'ils ont beau être à San Francisco, ils ne sont pas tombés dans la marmite Flower Power, loin de là. A priori, d'après les dires des différents musiciens, ils détestaient les hippies en fait. Donc le truc Flower Power, c'était pas leur truc. Par contre, l'usage de drogue, oui. Diverses et variées, tout d'abord les drogues plutôt douces et bien sûr les drogues psychotropes, le LSD bien entendu, mais pour le reste, l'imagerie hippie c'est pas du tout, et ça s'entend je pense dans la capture quasiment live de leur premier album, qui va jeter un vrai pavé dans la mare. Effectivement, cet album c'est Vincebus Eruptum, qui paraît en tout début 1968. Donc vous avez bien le trio, superbe pochette, superbe lettrage qui aurait été dessiné par leur manager Roddy, un certain Gutt, affilié aux Hells Angels, bon bref, c'est une autre histoire.
Vince Booth Eruptum, en fait, a priori, ça veut strictement rien dire, à part peut-être Eruptum, ça c'est bien du latin, donc quelque chose qui survient assez violemment, Vince Booth, bref, peu importe. Cet album va faire date, et pourtant, sur l'album, il n'y a que 3 compositions du groupe sur 6, puisque le reste, ce sont des reprises. La première reprise, je l'ai déjà évoqué, c'est le fameux Summertime Blues, et là vous avez effectivement le son d'une brutalité, d'une violence, d'une lourdeur, avec les hurlements de Dickie Peterson, le bassiste, c'est lui qui chante, et c'est lui qui va composer les 3 titres du groupe sur ce premier album. Donc un son extrêmement lourd, avec une guitare de Lee Stevens qui a une feuse extrêmement métallique, et qui est Paul Whaley qui vient marteler. Donc c'est clairement... L'album est enregistré dans les conditions du live et c'est ce qui va effectivement donner cette impression extrêmement puissante, violente, très âpre. Effectivement, c'est pas le good trip, c'est le bad trip quelque part. Hein. C'est le côté obscur de la veine psychédélique aux États-Unis, dans la baie de San Francisco à la fin des années 60. Les autres titres, en fait, il y a Rock Me Baby, le morceau suivant, qui est aussi une reprise, le Parchman Farm, donc le titre de Mose Allison, alors, au départ de Booker White, puis repris par Mose Allison, et dans lequel il y a encore une fois question, un peu comme dans Ray Joe, de féminicide. Donc traité, donc, ce que l'on voit ici, et c'est peut-être ce qui éloigne le groupe véritablement de ce qui deviendra le métal, mais beaucoup plus tard, c'est quand même la racine blues, qui est très 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 ancrée. Donc, un album fantastique, les compositions Dr. Please en particulier de Dickie Peterson est absolument fantastique. L'album est extrêmement brutal, à écouter très très fort, c'est une pure merveille. Moi, effectivement, c'est un monument de heavy rock psychédélique, de heavy hard rock psychédélique éventuellement, mais je crois que quand ce disque arrive, bon, il fait des ondes gravitationnelles, quoi. Ça c'est clair, ça déménage. Bref, fantastique. Deuxième album qui va sortir lui aussi en 1968, même musicien, donc même trio. Cette fois-ci, clairement l'enregistrement de l'album se fait dans des conditions à la fois de studio, à la fois dans une condition live, bref c'est un petit peu plus travaillé, c'est un petit peu plus produit, c'est peut-être le reproche que je ferais avec le premier album, je trouve que la production, en tout cas sur les pressages originaux, je la trouve un petit peu moyenne. Bref, deuxième album, Outside, Inside, avec une superbe pochette dans le pressage US que vous avez ici, en fait c'est une pochette triple. Hop, je vous la montre, magnifique, superbe pochette triple. Et là, effectivement, il n'y a plus que 2 reprises, et tout le reste est composé collectivement par les membres du groupe, donc bien sûr Peterson, Whaley et puis Lee Stevens. Premier titre absolument fantastique, Feathers in Your Tree, qui est absolument magnifique et dans lequel on entend effectivement qu'il y a un peu plus de travail de production en studio, et pour retrouver le son brutal, violent, avec les hurlements, les cris de Dickie Peterson, il faut, eh bien, sur la première face, vous avez Come and Get It, Just a Little Bit, et puis Gypsy Ball, je ne vous les donne pas dans le bon ordre, mais bon, voilà. Voilà, vous retrouvez la brutalité du premier album, c'est absolument fantastique. Sur la deuxième phase, il y a 2 reprises. Assez surprenante, une reprise des Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction. Pas mal, passer un petit peu la moulinette un peu rapide, et puis ça s'accélère vers la fin du titre. Et puis une très bonne version pour le coup de The Hunter, absolument fantastique. Bref, un album qui est une réussite totale, avec une pochette, je vous l'ai dit, absolument fantastique, magnifique. Si vous regarderez bien quelque part par ici, vous avez une petite cuillère, et dans la petite cuillère, vous avez 2 petites pilules bleues, parce qu'effectivement, Blue Cheers, ce serait une variété voilà, de LSD. Et donc vous avez les 2 petites pilules. Enfin bref, 1968, un album absolument fantastique, toujours chez Philips. Le problème, et ça commence à se gâter, le problème c'est que ces messieurs font un usage un petit peu trop fort et fréquent de drogue. Et en particulier Paul Whaley et puis Dickie Peterson, donc le batteur, le bassiste, eux, ils sont passés à autre chose que le cannabis et
voilà, les drogues psychotropes, non, ils sont passés à des drogues beaucoup plus dures, la cocaïne et l'héroïne. Et Lee Stevens, lui, ça lui convient pas du tout. Donc il s'en va. Donc le guitariste Lee Stevens s'en va à Londres, et il va enregistrer un premier album qui est très très bon, dont je vous ai déjà parlé, dont je vous mets la pochette en incrustation, qui est vraiment, vraiment très très bien, qui mérite d'être redécouvert. Il va enregistrer ensuite, et j'y reviendrai, il va joindre un autre groupe qui s'appelle Pilot, et puis il enregistrera un deuxième album solo, et puis sa carrière va un petit peu disparaître, s'estomper dans les années 80, mais il va ressurgir et puis réenregistrer dans les années 90 et 2000, et c'est un des membres toujours survivants du trio initial de Blue Cheer, Dick Peterson et Paul Willey étant décédés, eux. Comment faire? Après le départ de Lee Stevens, il nous faut un guitariste, les gars. D'accord. Eh bien, ils vont recruter un excellent guitariste, malheureusement beaucoup trop méconnu à mon goût, encore une fois. C'est Randy Holden. Randy Holden, je vous en ai déjà parlé, il a été membre des Fender 4, puis des Sons of Adam, ça je vous en ai parlé, c'est sûr. Puis il va rejoindre les Sons of Adam et il va rejoindre The Other Half, qui est un groupe de garage rock psychédélique d'une efficacité formidable. Mais il ne va pas être tout à fait satisfait du son. Du son qu'il veut, lui, qui veut que sa guitare produise. Et donc, il s'en va, et donc il est recruté par Blue Cheer. Il va faire plein de concerts avec eux, et il va participer, mais pas lui seul, à l'enregistrement de l'album suivant. En effet, très vite, après l'enregistrement de cet album, il s'en va. Enfin, de sa partie dans l'album. J'y reviens. Donc il va être obligé de remplacer Randy Holden, qui est parti. Et ils vont recruter deux autres musiciens, donc Bruce Stevens, rien à voir avec Lee Stevens, et puis Ralph Burns Kellogg, qui viennent tous deux d'un groupe dont j'ai déjà parlé, donc je vous invite évidemment à regarder les vidéos consacrées au rock psychédélique, en particulier dans la région de San Francisco, un groupe, Mind Tattoo, que je vous mets également en incrustation. Alors, cet album, troisième album du Blue Cheer qui sort en 1969. Puisque vous avez compris, une variété de musiciens, vous avez donc des tonalités totalement différentes. Et je trouve que l'album, de ce point de vue-là, respecte pas trop en fait, la chronologie d'apparition des musiciens qui remplacent Lee Stevens, parce que vous avez la première face sur laquelle vous allez retrouver Bruce Stevens, le guitariste, et l'organiste Ralph Burns Kellogg avec Paul Willey et Dickie Peterson. Et sur la deuxième face, eh bien, Randy Holden avec Paul Willey et Dickie Peterson. Or, dans la continuité de Outside Inside, je trouve que c'est la deuxième face avec Randy Holden. Vous y êtes carrément. Donc je vais commencer par parler de la deuxième face. D'ailleurs, Randy Holden ne figure pas sur les petites photos au verso de la pochette. Donc superbe pochette, encore une fois, vous retrouvez le fameux lettrage Blue Cheer, sorti en 1969, mais j'ai déjà dit, je pense que j'ai dit. Bon bref, n'importe. 3 compositions de Randy Holden. Peace of Mind, Fruits and Icebergs, absolument sublime, 2 titres. C'est lui qui compose, Randy Holden, c'est lui qui joue toutes les parties de guitare, sauf la basse bien entendu, une pure merveille psychédélique. À écouter. Voilà. Et là, vous y êtes. Vous êtes content, vous vous dites, voilà, c'est dans la continuité de Outside Inside, et puis vous écoutez la première phase, et clairement la première phase, bon, bah, c'est un peu dans la continuité de ce qu'a fait Mind Tattoo, et puis c'est ce que va faire le Blue Cheer dans les albums suivants. Et donc là, vous comprenez qu'avec ces 2 parties, il y a quelque chose qui est cassé, et malheureusement, c'est ce qui va arriver, c'est que le Blue Cheer est un peu perdu après cet album, ça, mais j'y viens tout de suite. Fantastique, malgré tout, fantastique album. Juste évoquer tout de même Randy Holden, parce que Randy Holden, lui aussi, le problème avec l'usage abusif des drogues par Paul Willey et Dickie Peterson, il s'en va aussi. Il s'en va aussi. Et il va enregistrer un album, que je vous mets bien sûr en incrustation, qui est Population 2, avec Chris Lockheed à la batterie. Donc ils sont que 2. Et ils vont enregistrer cet album qui va avoir 0
zéro succès, qui va, d'ailleurs quand il va être sorti par la maison de disques, qui est plus Philips, hein, je ne me souviens plus de la maison de disques, parce que moi ce que je vous ai montré en incrustation, c'est la première réédition de 1982, une édition allemande sur Line ou Line Records. Les pressages originales, hein, 1970 de Population 2, ça se négocie autour de 1000 € pour avoir une copie à peu près correcte. Donc évidemment. Il a, pour l'occasion, il cherche un son. Il le cherche, vous l'avez compris, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, il cherche un son depuis les Sons of Maiden, depuis Other Half, et là il pense l'avoir trouvé, effectivement, avec 16 amplis de 200 watts. Sun. Voilà, sur scène. Et l'album est absolument fantastique. Voilà. Je vous invite à découvrir l'album de Randy Holden, Population 2. Il va arrêter, donc forcément un album totalement sans succès, il est endetté jusqu'au cou, il arrête la musique, il vend toutes ses guitares. Et il ne va réapparaître que 27 ans plus tard pour enregistrer un album qui est Guitar God avec Paul Whaley, le batteur de Blue Cheer, qu'il retrouve. Et puis Randy Holden va continuer, il va enregistrer un deuxième album, Raptor, donc je ne vous les montre pas parce que je ne les ai pas dans la discothèque. Par contre, en 2022, il va sortir un Population 3, voilà, que je vous invite à découvrir. Je vous le mets en incrustation cette fois-ci, puisque je l'ai dans ma discothèque. Et c'est un superbe album de hard rock, avec encore une fois des tonalités psychédéliques. Mais le Population 2, sincèrement, écoutez, c'est une tuerie pour tous les amateurs de 6 cordes et de gros sons. Voilà, c'est absolument fantastique. Bien, alors, après cette longue digression, revenons à Blue Cheer. Ah oui, ils ont signé un contrat pour plusieurs albums, au moins 6. Donc l'album suivant, c'est une déception. Pour moi, c'est le plus mauvais album de Blue Cheer, paru en 1970, donc bien sûr il n'y a plus Randy Holden, c'est Bruce Stevens. Paul Whaley est parti, remplacé par Norman Mayall, Dickie Peterson et Ralph Burns Kellogg. C'est une espèce de hard rock sans saveur. Vraiment une déception incroyable. C'est un album tout à fait dispensable du Blue Cheer, selon moi. Encore une fois, tout à fait dispensable. Il y a 2 compositions de Gary Lee Yoder, que, souvenez-vous, je vous en ai parlé, il était au sein de l'Oxford Circle, et je vais l'évoquer pour l'album suivant, Gary Lee Yoder, superbe guitariste, et qui va produire en partie les albums de Blue Cheer. Il produit celui-ci en partie, et puis les suivants. Bref, pas grand intérêt. Par contre, le suivant, il est beaucoup plus intéressant. Bruce Stevens est parti. Il est parti fonder un groupe qui s'appelle Pilot. Pas confondre avec le groupe écossais. Non, ils ont un album en 1972, et au sein de cet album, eh bien, Bruce Stevens retrouve Lee Stevens. Lee Stevens, donc le premier guitariste de Blue Cheer. Cet album, pareil, sans intérêt. Enfin, selon moi, il y a un ou deux bons titres. C'est une espèce de rock. Ouais, de rock californien. Ce qui va devenir pas terrible dans les années 70. Bon, peu importe. Revenons à Blue Cheer. Donc là, pourquoi est-ce que l'album est plus intéressant? Parce qu'il y a des compositions de Norman Mayall, le batteur, qui est non seulement batteur, mais il est multi-instrumentiste, il est guitariste et il est joueur de sitar. Rejoignent le groupe également, Bruce Stevens est parti, et bien le guitariste Gary Lee Yoder. Gary Lee Yoder, eh bien, ce n'est pas un inconnu, hein, il jouait au sein d'Oxford Circle, mais aussi au sein d'un groupe qui a une vie très très éphémère, que j'ai déjà évoqué dans une vidéo, qui est CAC, sur Epic Records, je vous le mets en incrustation, qui est un sublime album de rock psychédélique, magnifique, à découvrir absolument, avec des parties de guitare de Gary Lee Yoder qui sont sublimes. Et bien là, c'est ce qui fait que cet album est plutôt bien meilleur que le précédent, c'est qu'il y a des compositions de Norman Mayall qui sont très très bonnes, dont un titre au sitar, Babaji, excellent, qui clôt la première phase. Le premier titre de la première phase, composition de Norman Mayall aussi, Good Times Are So Hard to Find, et puis pour le reste, ce sont des compositions de Gary Yoder. La première phase est tout à fait excellente, deuxième un peu moins bonne, et puis je crois que Dickie Peterson ne participe à la composition que d'un seul titre, le reste étant composé par Ralph Burns Kellogg. Bref, l'aventure n'est pas terminée.
donc 1970, même année que le précédent qui s'appelle tout simplement Blue Cheer. Et puis, en 1971, eh bien, sort le dernier album de cette période du Blue Cheer, qui est Oh Pleasant Hope, qui sort en 1971. C'est le même groupe que sur l'album précédent, avec tout un tas de musiciens qui viennent participer, et dont certains composent des morceaux. Dickie Peterson n'est plus crédité que d'un seul titre. Je vous rappelle que c'est lui qui compose les 3 titres originaux sur le premier album de Blue Cheer, qui participe à la composition de tous les titres originaux sur l'album suivant. Bref, en fait, sa contribution en termes de composition s'est totalement effilochée au cours du temps. Qu'est-ce que c'est que cet album? C'est pas désagréable, c'est très tranquille, beaucoup plus tranquille, évidemment, c'est très loin des premiers albums de Blue Cheer, très loin. C'est pas désagréable, mais sincèrement, c'est aussi, je pense, un album dispensable. Les meilleures compositions, c'est encore une fois les compositions de Norman Mayall, qui ont une teinte un petit peu, justement, un petit peu hippie, un petit peu country, bref, écolo. Donc pas du tout l'état d'esprit de départ des Blue Cheer, si vous vous souvenez bien. Bref, pas désagréable, tout à fait, mais dispensable selon moi. Et voilà, le contrat avec Philips est rempli, ils ont sorti tous leurs albums, et le groupe explose avec, pour les musiciens en particulier, Dickie Peterson, des problèmes d'addiction, bien sûr, à l'héroïne. Est-ce que l'aventure de Blue Cheer est terminée? Mais non. Mais par contre, j'ai plus grand-chose à vous montrer parce que je n'ai pas les albums en question, ni en CD, ni en vinyle. Ils se reforment, en tout cas en partie, avec Dickie Peterson et Paul Whaley en 1984 pour sortir un album de Blue Cheer, où là, on va retrouver un petit peu l'énergie et le hard rock en 1984, c'est The Beast Is Back. Voilà, un album qui est tout à fait intéressant, que je vous donc à découvrir. Voilà. Et puis voilà, il y aura des reformations successives, y compris dans les années 90 et 2000 de Blue Cheer. Dickie Peterson meurt dans les années 2000, de même que Paul Whaley. Vous avez compris, Bruce Stevens meurt également, Ralph Burns Kellogg aussi. Un des rares survivants effectivement de cette époque, c'est Randy Holden, je crois, et en tout cas Lee Stevens, c'est sûr, les 2 guitaristes, eux, sont toujours en vie et toujours, a priori, actifs. Voilà. Désolé, c'était un petit peu long, mais je crois qu'il méritait quand même d'être évoqué, ce groupe tout à fait extraordinaire, au moins pour ses 3 premiers albums, Blue Cheer. Vince, it's me, Ken the Perdu. Salut.